Bon, alors, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis là à 2 titres. D'abord parce que j'accompagne des êtres en mal-être, des personnes en mal-être. Déjà, je les accompagne depuis un certain temps. Et la deuxième raison, c'est que je suis auteur pour des livres d'abord pour enfants, de façon à ce qu'ils n'attendent pas d'avoir 20-30 ans pour découvrir qu'ils ont une part qui n'est pas forcément visible. Et ces livres pour enfants donnent accès à la part subtile d'eux-mêmes, à travers des BD principalement. Et dernièrement, on vient de sortir un livre pour adultes que j'ai donc écrit, qui parle un petit peu en fait de ce que je vais parler aujourd'hui. Alors, le titre, c'est sûr que c'est voir la vie dans un autre sens, mais en fait, ici tout le monde est là pour ça. Et le titre du forum, c'est Naître et renaître. Et en fait, je vais commencer évidemment par ce qu'il y a de plus simple, c'est la naissance. Et la naissance, on l'a tous. Qu'est-ce qui se passe ? On arrive, on a été conçu, on arrive dans le ventre de notre mère qui nous porte, et on va se retrouver dans une histoire plus ou moins à notre goût, même rarement à notre goût en fait. C'est très très rare. Ça peut arriver, il y a des exceptions, mais on va devoir s'adapter et on va devoir chercher le pourquoi on se retrouve à plus subir que choisir. D'ailleurs, on ne sait même pas qu'on peut choisir. Et on va subir, alors à des degrés divers et variés, mais ce subi va commencer à peser un peu. Et on pourrait appeler ça une espèce de côté obscur comme ça, où rien n'est clair. Pourquoi on est né ? Qu'est-ce qu'on fait là ? À quoi ça sert d'être incarné ? Toutes ces questions de fond, quel sens ça a ? Est-ce que c'est juste boire, dormir, se reproduire, avoir des vacances ? Est-ce que c'est tout ça ? Est-ce que c'est autre chose ? Et on ne sait pas. Et rarement. En tous les cas, on le sait rarement, très tôt. Et on va se retrouver, évidemment, à se poser des questions, tôt ou tard. Et là, je voudrais d'abord vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'une âme qui est dans le monde de l'absolu et qui se dit « mais qui je suis ?» Alors elle va voir sa complice, la vie, qu'elle appelle Vie Une, et elle lui dit « mais qui je suis ?» Ben, la vie lui dit Vie Une lui dit « tu es l'âme. » « Oui, puis tu es lumière. » « Ah ben oui, je suis lumière. » Enfin, lumière au milieu de la lumière, dit l'âme, ça me fait une belle âme. Je ne peux pas me rendre compte de la lumière que je suis. Non, dit Vie Une. Mais comment je peux me rendre compte de la lumière que je suis ? Tu peux invoquer très fort l'obscurité, dit Vie Une. L'obscurité, ça me dit quelque chose. Mais oui, tu as déjà rencontré l'obscurité. Mais alors attends, c'est quoi, c'est comment l'obscurité ? Ben, Vie Une lui dit actuellement, dans le cosmos, il y a un endroit génial pour l'obscurité, c'est la planète Terre. On n'a pas mieux, c'est le top du top, c'est encore bourré d'idées noires. Ah d'accord, c'est ça. Mais attends, c'est marrant, ça me dit de plus en plus quelque chose. Mais oui, dit Vie Une, t'as déjà rencontré la planète Terre, t'y es déjà allé ? Ah d'accord, mais alors, rafraîchis-moi la mémoire, comment on s'y prend pour y aller ? Ben écoute, c'est simple, il y a un embryon qui est en cours dans le ventre d'une mère, tu rejoins l'embryon et vous faites tandem pendant toute une incarnation. Ah c'est ça, et je choisis n'importe quel embryon ? Non, il y a une règle du jeu sur la planète Terre. Comment te dire ? Tu vas choisir un embryon qui se retrouve dans un chantier que tu n'avais pas fini la fois d'avant, tu vois, un truc... Ah d'accord, mais même si c'est pas bien ? Ah ben surtout, ça s'appelle déjà de l'obscurité. Ah c'est ça, entre autres. Ah d'accord, alors j'ai compris, j'y vais, je rencontre ma part humaine, l'obscurité, et comme ça je fais l'expérience de la lumière que je suis. Non, dit Vie Une, c'est pas si simple. Il y a une deuxième règle du jeu sur la planète Terre. Oui ? C'est que tu vas pas être visible. Moi, la lumière, je vais pas être visible dans l'obscurité, alors c'est toi qui es pas clair, je comprends plus rien du tout là. C'est quoi ? Alors oui, je comprends, dit Vie Une, c'est pas simple. Je t'explique. Sur la planète Terre, il y a du végétal. Le végétal n'est pas doté des yeux pour voir la lumière physique du soleil. Tes doigts ? Oui. Par contre, la part humaine, elle est plus évoluée que le végétal. Elle est dotée pour voir la lumière physique du soleil avec ses yeux physiques, mais elle n'a pas les yeux pour voir physique, pour voir la lumière subtile que tu es.
D'accord. D'accord, dit là, mais alors comment je vais faire l'expérience de la lumière que je suis? Oh, ben, tu vas déranger. Déranger, mais qui, quoi, comment et combien de temps? Ben, tu vas déranger ta part humaine, jusqu'à temps qu'elle te cherche, qu'elle te trouve et qu'elle te voie. Tu viens de dire qu'elle pouvait pas me voir. Non, elle peut pas te voir avec les yeux physiques, mais elle peut te voir avec les yeux du cœur. Ah, c'est ça. Alors attends, j'ai compris. J'y vais, je dérange. Elle me cherche, elle me trouve, elle me voit. Non, dit V1, c'est pas systématique. Tu veux dire que je vais déranger tout ça, faire tout ça, et je vais revenir à la source comme j'étais partie? Pas tout à fait, mais à peu près, ça peut arriver, oui, mais... Ah ben d'accord. Ben c'est pas marrant sur la planète Terre. Hein. Ah non, dit V1, mais je t'ai pas dit que ça l'était. C'est vrai, ça tu me l'as pas dit. Et puis je vais te dire autre chose, dit V1. T'es pas obligé d'y aller. Ah si, là j'en sais trop, là je veux y aller. Eh ben vas-y. Et voilà notre petite âme qui arrive sur la planète Terre, dans un continent, sur un continent, dans un pays, et dans un endroit, et dans le ventre d'une mère, il y a un petit embryon qui démarre. Oh. Et voilà notre petite âme qui va pouvoir, grâce à ce véhicule qu'elle est, insuffler la vie dans cette petite forme. Oh, c'est formidable. Il va y avoir 70 000 milliards de cellules qui vont se regrouper juste au bon endroit, au bon moment, dans le bon ordre. Un truc de dingue. Et puis à ça, on va rajouter un dessin de vie. Oh, ben alors ça, encore un truc de dingue. Et puis, la petite âme va... C'est drôle, dans l'histoire du fœtus, le fœtus, on dirait un peu comme un gros haricot blanc, un gros haricot soissons. Et c'est vrai que le haricot, il est rigolo parce qu'il a aussi deux parties, lui. Alors on voit les deux parties. C'est plus facile pour l'analogie, pour comprendre. Il a une partie sans le germe et une partie avec le germe. Et la partie avec le germe va insuffler à la partie sans le germe la vie. Ouais. Et notre haricot va grossir dans le ventre de la maman. Ça devient un fœtus, évidemment, un gros fœtus, puis un enfant. Et un jour, la maman va accoucher, c'est pas un haricot, c'est un être humain. Et un être humain, il est doté d'une part non visible qui anime une part visible. Il va arriver, mais tout de suite, très vite, ça se passe pas tout à fait comme on avait prévu. Et la part humaine va se débrouiller pour arriver dans une histoire. C'est pas tout à fait comme ça qu'elle l'avait senti, que c'était bien. Et ça va commencer à être un peu difficile et un peu plus difficile et de plus en plus difficile et des choses qui vont, mais des choses qui vont pas. Et c'est les choses qui vont pas qui nous énervent le plus. Et il va falloir, et on va grandir, on va passer de l'enfance à l'adolescence, de l'adolescence à, soi-disant, l'âge adulte. Et on est toujours un peu pas bien. Et c'est quoi? C'est où? C'est comment que je vais être bien? Oh, tu m'appelles? T'es qui? Bah, je suis ton hôte de haricot. Si de départ, en fait, on est nés ensemble. Je comprends pas, c'est comment ton petit nom? Je m'appelle ton âme. Mon âme. Oui, c'est moi. Et alors? Bah, c'est moi que tu cherches, en fait. Ah non, enfin, comment ça? Tu cherches l'amour? Ah bah oui, c'est vrai, je cherche l'amour. Bah c'est moi. Ah non, je comprends pas. Attends, tu sais que je cherche l'amour. C'est toi? Alors pourquoi t'es pas arrivé plus tôt? Parce que tu m'as remplacé par tellement de choses, tellement de gens, tellement d'expériences, tellement de situations. Ah, c'est pas faux, oui. Mais alors si tu veux... Quoi, si je veux l'amour, mais l'amour, comment on va le vivre puisque je te vois pas? T'as compris? Si, j'ai bien compris, je sais que c'est le problème. C'est pas simple, oui. Mais comment on va s'y prendre? Ben, on pourrait se donner rendez-vous, se rencontrer. Mais comment? Mais chaque fois que tu penses à moi, c'est une rencontre. Ah d'accord. Je vais essayer. Oh bah effectivement, t'as plus rien à perdre hein, avec tout ce que t'as vécu. Ben d'accord. Alors ils se rencontrent. Et c'est vrai que la part humaine pense de plus en plus à sa part, à son âme en fait. Pense à son âme. Un truc bizarre parce que elle a rien changé ce qu'elle faisait. La part humaine elle continue à faire pareil. Continue. Mais c'est quand même étrange, elle se sent de mieux en mieux. Et un jour, elle dit à son âme, tu sais, faut que je te dise, c'est bizarre, je me sens bien avec toi, je voudrais qu'on se fiance. Je sais que ça se fait plus beaucoup, mais tu veux qu'on se confiance, dit l'âme. Ah oui, c'est ça. Ah oui, c'est ça, c'est beau ce que tu dis. Ben, confiance en nous.
Oh, c'est drôle. Et petit à petit, la part humaine a de plus en plus confiance en elle. Et le temps passe et c'est de mieux en mieux. Et elle se sent de mieux en mieux, de moins en moins seule. Mon Dieu, qu'elle se sent bien. Et un jour, elle dit à son âme, tu sais, il faut que je te dise, je voudrais t'épouser parce que je t'aime. Moi aussi, je t'aime, dit l'âme. Et ensemble, notre haricot est reconstitué. Et ensemble, ils se mettent en amour, dans la terre. Le petit germe commence à faire ses radicelles, ses racines. Et il propulse notre haricot hors de terre pour donner naissance à une multitude de possibles, à un plan de haricots. Alors évidemment, qu'est-ce qui se passe pour nous ? Cette histoire peut nous aider à l'éclairer en tous les cas. Donc on parlait de cette incarnation dans laquelle on arrive et c'est vrai qu'on peut se poser des questions quand même. Il y a de quoi ? Qu'est-ce qu'on fait là ? Comment c'est possible ? Et on va se mettre dès notre naissance, c'est pas qu'on va se mettre, on va se retrouver dès notre naissance à un endroit un peu particulier, qui est que le fait qu'on oublie complètement, on ne s'adresse pas à nous comme un être humain, on va y être très peu de temps, le temps qu'on fasse à re, la vie est belle, puis très vite, elle va être beaucoup moins belle, la vie, parce que les événements, parce que les éléments, parce que la société dans laquelle on grandit, la famille, etc., l'histoire. Et on va se retrouver, non plus un être humain, mais un faire humain, F-A-I-R-E. C'est-à-dire, c'est ce qu'on va faire qui va donner la valeur de quelqu'un. D'ailleurs, quand on dit à quelqu'un « qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Je suis dentiste, je suis femme de ménage, je suis instituteur, je suis informaticien. C'est ce que l'on fait qui va prouver notre valeur. Notre culture judéo-chrétienne nous l'offre depuis des années et des siècles. C'est-à-dire, il n'est pas possible pour nous de déclarer « je suis bien » si nous ne l'avons pas déjà prouvé. C'est quand même assez formidable de devoir donner des fruits à l'état de graines. Il y a un truc qui ne va pas. Ça passe pas. Et ça passe tellement pas que c'est ça qui passe pas, qui petit à petit va nous obliger, va nous amener à chercher quels fruits on pourrait donner pour que, en contrepartie de ce que l'on donne, on reçoive l'équivalence, en contrepartie au moins un minimum. C'est-à-dire qu'on a cette notion du donnant, mais en fait, le don n'est pas un échange. Et ce que l'on croit que l'on donne n'est autre qu'un calcul mental très normal pour l'enfant qui grandit et l'être qui grandit, c'est qu'il sait très bien qu'il va dépendre de l'autre, il va dépendre de ce qui lui manque. Et c'est l'autre, il espère toujours que l'autre va lui apporter, lui combler son manque. Et à partir du moment où on part de cette idée que ce qui nous manque est chez l'autre, ou dans une situation, ou dans la matière, ou dans une forme particulière, à partir de là, on va se mettre en route et en chasse et en quête jusqu'à temps qu'on obtienne ce qui nous manque. Et en fait, si nous regardons bien depuis le départ ce qui nous manque, c'est l'amour. Aujourd'hui, si on fait un micro-trottoir, pour demander aux gens qui ne sont pas affamés, je ne parle pas des gens qui sont en train de rechercher à manger, je parle de ceux qui ont ce confort nourricier. Si on demande qu'est-ce qui est le plus important pour toi dans la vie, ils vont dire c'est l'amour, aimer et être aimé. Personne ne va dire moi c'est l'intelligence. Personne ne la recherche. On sait qu'on est tous nés avec un degré d'intelligence. Alors il est variable, mais on est persuadé que ça on en a. Par contre l'amour, on sait qu'on ne l'a pas. Donc on s'est incarné. On n'avait pas d'amour. En fait, on l'avait, mais on l'a ignoré. On ignore où est l'amour, on ignore ce qu'est l'amour. Donc on va se retrouver uniquement avec ce que l'on voit avec nos yeux physiques, ce que l'on entend avec nos yeux physiques. Et ce sont ces 5 sens qui vont mettre en route l'idée que c'est l'autre, c'est à l'extérieur de nous qu'on va récupérer ce dont on a besoin. Et donc, à partir du moment où on sait qu'on s'est incarné en tant que forme,
mais que cette forme est animée en permanence par ce qu'on peut appeler la vie, l'énergie de vie, cette énergie de vie ne nous quitte pas. Un jour, on va rendre l'âme. Mais si on la rend, à quoi a-t-elle servi? Parce que c'est pas le tout de rendre quelque chose. Est-ce que ça a été utile? Et en fait, il y a énormément de gens pour qui ça n'est pas utile, ça n'est même pas un mot qu'on utilise. Il y a surtout les poètes qui l'ont utilisé pendant des siècles. Mais l'âme ne fait pas partie de la vie. Alors ici un peu plus, puisque on est tous là sur ce sujet-là. Mais pour la majorité de la population, ça ne fait pas partie de notre vie quotidienne. C'est pas une nécessité. Alors le problème, donc, il est là. On va aller chercher à l'extérieur de nous quelque chose. À partir du moment où on sait qu'on cherche l'amour, on va confondre l'amour très souvent avec l'affectif. C'est-à-dire, l'affectif, c'est affect sharif, faire le désir de. Dans l'affect, on va être affecté en bien et en mal en fonction de ce qu'on nous fait ou de ce qu'on nous fait pas, en fonction de ce qu'on nous fait, du bien ou du mal. Et à partir de cette notion-là, on va chercher. Et on va essayer toutes les possibilités dans lesquelles on espère pouvoir combler par ce besoin que nous avons, de ce manque que nous avons. On va chercher à le combler par tous les moyens, mais absolument tous les moyens. Et on a une telle niaque, comme on dit en Savoie, on a telle niaque de trouver l'amour qu'on passera tout ce qu'il faut passer. Quitte à avoir... on passe le bottin à tous les étages. Vraiment. On fait tout ce qu'on peut. Et on va continuer à faire tout pour être bien. Donc on reste sur ce paradigme, sur cette croyance, qui est vraiment la croyance aujourd'hui, que moi je qualifie de judéo-chrétienne. Alors je me permets de le qualifier comme ça, parce que j'ai assez d'années de maturité pour me rendre compte que ça peut s'appeler comme ça. Je ne suis pas du tout la seule à l'appeler comme ça, d'ailleurs. Et la culture judéo-chrétienne nous a amené une croyance dont nous avons beaucoup de mal à nous élever. C'est-à-dire, nous allons nous retrouver dans l'obligation de prouver avant d'avoir, en quelque sorte, ensemencé ce que l'on veut voir. Donc, nous ne sommes pas, du coup, créateurs de notre réalité, nous nous retrouvons réactifs à quelque chose. Cette notion d'évolution comme cela va nous amener à toujours faire plus, toujours prouver, se comparer, regarder où on en est par rapport à autrui, c'est se comparer, je double la chose, et comment on va, au fur et à mesure, vouloir s'extraire et se valoriser à travers ce que l'on fait. Donc s'extraire de la masse pour se valoriser à travers ce que l'on fait. Et cette notion de valorisation, de reconnaissance, on va aller la chercher toujours par rapport à autrui. Donc, l'être humain qui grandit, je reprends par rapport à l'histoire de l'âme, l'être humain qui grandit va se retrouver dérangé par un certain nombre d'épreuves dont il ne pourra pas faire l'économie parce que soit elles sont individuelles, soit elles sont familiales, soit elles sont sociétales. Mais de toute façon, il y aura cette évolution-là. Ce dérangement et ces épreuves, le fameux dérangement de l'âme pour sa forme, va entraîner un trop. Et c'est à niveau de ce trop que l'on va pouvoir se poser la question « je ne sais plus quoi faire ». On arrive donc à souvent ce qu'on appelle un burn-out. Burn, c'est le feu. Et quand le feu de vie sort d'un corps, il n'y a plus de feu. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il reste, pour la plupart, des braises. C'est plus du feu, il n'y a plus de flamme. Est-ce qu'on va pouvoir remettre des brindilles pour que ça réchauffe? Ou est-ce qu'on ne peut pas arriver avec la bûche et convaincre quelqu'un qu'il faut penser comme ça? Donc, ça va se faire très, très doucement et très, très sensiblement. Mais il y aura éventuellement une remontée d'une conscience qui va passer de « j'ai tout fait pour être bien » à « je suis mal alors que j'ai tout fait » pour un jour pouvoir prendre conscience qu'on peut être pour faire. Je rebois un coup parce que j'ai soif. C'est tout simple, en fait.
Donc, cette notion qui consiste à se retrouver exsangue dans une situation ou dans le cumul de situations, c'est souvent qu'à ce moment-là qu'on va vraiment pouvoir perdre la capacité de faire plus et de prendre conscience qu'il y a peut-être la possibilité de justement voir la vie dans un autre sens, c'est-à-dire d'abord ensemencer pour pouvoir récolter. Tant que nous n'ensemençons pas, oui c'est ça, tant qu'on n'ensème pas, tant qu'on n'ensème pas, tant qu'on n'ensemence pas, je vais y arriver, on ne peut pas récolter. Le principe, c'est qu'on a toujours ensemencé ce que l'on a récolté. Notre drame a été l'ignorance de ça. C'est-à-dire qu'on ne sait pas qu'on a ensemencé nos propres difficultés. À partir du moment où on prend conscience quand même que nous sommes cette forme et que cette forme que nous voyons ne va être animée que par quelque chose qu'on ne voit pas qui s'appelle la pensée, qu'on va appeler l'esprit. En fonction de ce que l'on pense, on va le vivre. Si nous prévoyons, nous ensemençons en tant que pensée semence ce que nous récoltons, comment se fait-il que personne ne nous l'ait dit, qu'on ait oublié ça sur le chemin, alors que c'est assez simple en fait, et que du coup on se soit coltiné toutes ces années-là à ignorer qu'on créait son propre malheur entre guillemets, relatif, ses propres épreuves. Qu'est-ce qui fait ? Qu'est-ce qui a bloqué pendant tant de presque millénaires pour qu'on ignore que ce que l'on pense va entraîner ce que l'on vit ? C'est presque absurde en fait, c'est drôle, c'est bizarre, et pourtant il n'y a pas plus simple. Donc à partir du moment où on sait que ce que l'on sème, on le récolte, c'est donc bien la semence qui va amener les fruits un jour, en passant par l'arbre. Mais nous ne pouvons pas déclarer donner des fruits si, entre-temps, on ne s'est pas planté. Chez nous, il n'y a que celui qui se plante qui pousse. Mais se planter dans notre société, mon Dieu, quelle horreur. C'est quand même un peu la honte, c'est la honte de la famille, c'est la honte pour nous-mêmes, c'est la culpabilité de ne pas avoir fait assez. Enfin, on est parti pour un grand speech, là, du coup. Parce que se planter, ça va loin. Ça veut même dire que si nous sommes dans une famille, un individu qui ne réussissons pas et qui nous plantons, on propage quand même cet échec. Et nos parents n'ont peut-être pas été des si bons parents. Ils n'ont pas réussi à finir ce produit qui n'était pas fini. Parce qu'on est arrivé, effectivement, on n'était pas fini. Donc ils se sont dit, on a voulu avoir un enfant, il est à nous, on va l'avoir, on l'a en responsabilité. On en a la responsabilité de le finir, et souvent on l'achève. Ça arrive. À partir de là, on est dans une espèce de moule. On a essayé de nous rentrer dans un moule familial, sociétal. C'est vrai que c'est toujours dommage de ressembler à une tarte, donc on va essayer de sortir du moule, de ne pas rester coincé dedans. Mais ça va être très difficile, parce qu'on va se marginaliser, on va être seul. Et si on est seul, est-ce qu'on va être aimé ? Si on n'a pas fait tout ce qu'il fallait pour l'autre, est-ce qu'on va être aimé ? Il y a peu de chances que ce soit du 100%. Il va manquer des morceaux. Et ces morceaux-là, on va essayer de les récupérer d'une manière ou d'une autre. Et si on ne les récupère pas, on va vivre une solitude qui risque d'être assez pénible, assez dure, mais en même temps peut-être nécessaire pour l'évolution. En tous les cas, c'est souvent comme ça que ça se passe. Alors, dans la notion de transformation, de transmutation, pour pouvoir passer de faire bien pour être quelqu'un de bien,
à « je suis bien » pour donner ce qui correspond à qui je suis, c'est bien le principe de l'analogie du végétal, c'est-à-dire que d'abord se planter, parce que nous sommes tous nés, je pourrais dire, en tant que graines dans le sac de graines. Ce sac de graines, dans le sac de graines, il y a les écrasés, les écraseurs, les écrasables. Il y a les paumés, les coincés, les perdus, les dans les coins. Il y a ceux qui vont longer le sac. Il y a ceux qui vont prendre tous les coups au milieu. Et il y a ceux qui vont rester coincés, ou peut-être qui vont choisir que finalement dans le sac c'est bien, et qu'à l'état de graines, pourquoi pas, on doit vivre assez bien dans le sac de graines. Et c'est possible. Et il y a plein de gens qui aujourd'hui vont rester à l'état de graines. Mais il y a ceux qui vont être tellement bousculés dans le sac de graines qu'ils vont sortir et qui vont se planter. Donc cela, que va-t-il se passer ? Il va y avoir la graine. À quoi a servi la graine ? La graine, elle a servi, elle est un petit peu parentale en fait, en quelque sorte. La graine a servi à protéger le germe, sécuriser le germe, nourrir le germe. Mais il y a un moment donné, c'est la mort de la graine pour que le germe puisse faire ses radicelles, ses racines, et passer de la zone d'obscurité à la zone de clarté. Et à partir du moment où ce processus se met en route, donc pour celui qui a vécu les épreuves, celui souvent qui a peut-être tout perdu de ses croyances, tout perdu de ce fonctionnement, tout perdu même des fois matériellement, ou même familialement, les épreuves sont de tous ordres, et du coup, ça va entraîner le fait de vouloir sortir de l'état de c'est comme ça, il faut, il y a qu'à, et de pouvoir être je suis. Et ce je suis qui va éclore, il va être qui il est. Chacun dans sa différence, il n'y a pas un arbre qui ressemble à un autre, même quand on fait partie de la même espèce. Et on ne donnera le nombre de fruits que correspondant vraiment à qui nous sommes. Et à partir de là, on peut commencer vraiment à se dire qu'on va donner. Parce qu'en fait, on ne peut donner que ce qu'on a. Et tant qu'on n'a pas d'amour pour nous, on ne peut pas en donner. Et souvent, ce qui se passe, c'est que on va demander à l'autre, tu m'aimes ? Tu as de l'amour pour moi ? Oui. Et toi, tu m'aimes ? Oh, bah oui, moi je t'aime. Et dans cette rencontre-là, on a quelqu'un qui n'a pas d'amour, qui va en demander à l'autre. Mais celui-là n'a pas d'amour, mais il va en demander à l'autre. Vous voulez me dire ce qu'on va se donner ? Hormis l'illusion de l'amour ? Il reste pas grand-chose. Et c'est pour ça qu'au bout d'un moment, quand on a fait tout ce qu'on pouvait pour l'autre, avec tout ce que j'ai fait pour toi, c'est comme ça que tu me parles, c'est comme ça que tu me traites. Au début, c'était pas comme ça. On faisait mutuellement tout ce qu'il fallait pour l'autre. C'était tellement formidable. On s'est tellement aimés. Puis un jour, la balance n'est plus à l'équilibre. Ça descend, puis il y en a un qui s'en va. Et puis l'autre qui reste, fait partie de son épreuve en disant « Ok, d'accord. Alors là, qu'est-ce qui va cheminer ? On verra. » Mais en tous les cas, on se rend bien compte que souvent, on est dans l'illusion de l'amour. On va chercher chez l'autre ce qu'il ne peut pas nous donner, il ne l'a pas lui-même. Si un jour on s'aime soi-même, c'est-à-dire que si on a la conscience qu'on est la vie qui anime notre forme, qu'on est cette âme et ce corps, la vie et la personnalité, si un jour nous retrouvons ce couple-là en nous, nous ne manquerons de rien, donc nous passerons du besoin à l'envie d'être avec l'autre. On n'aura plus besoin d'être avec l'autre. Juste envie. Formidable. Marrant, parce que dans le mot envie, il y a le mot vie. Et dans le mot besoin, il y a le mot soin. Est-ce qu'on va prendre soin de moi ? C'est rigolo, hein, c'est juste au passage. Alors, évidemment, on pourrait parler de tout ça pendant des heures. Mais j'ai encore envie de vous raconter une histoire. C'est l'histoire qui résume un petit peu tout ça. C'est un enfant, il est avec d'autres enfants, hein, dans le bateau familial, et il rame, c'est sûr. Des fois il rit, des fois il pleure, des fois il dit rien. Puis il y a d'autres enfants, et puis il rame. Et puis il rame pas n'importe comment. Il y a le tambour des parents, des éducateurs, et ça rythme, c'est sûr. Et il rame au rythme. Il se dit, quand je serai grand, je serai pas pareil. Je sais pas pourquoi, là, en fait, finalement, c'est une galère, quoi. Et c'est bon. Et ben, quand je serai grand, je ferai pas du tout pareil.
Et puis il y pense, puis il grandit, puis il rame toujours, mais il grandit de plus en plus. Puis il devient un grand ado. Et comme la vie est bien faite, un jour il voit arriver une petite barcasse vide, poussée par les courants, qui vient se buter là contre la galère en bas, là, juste là. Il quitte la rame, il descend, il tombe dans la petite barque et à moi la vie, 2 petites rames à moi toute seule. Ouais, c'est parti. Waouh, je suis libre. Je vais où je veux, quand je veux, comme je veux. Là, enfin la liberté. Ah, j'en ai rêvé, je l'ai eu. Et puis il rame. Mais il y a du vent. Alors il souque un peu, parce qu'il y a un peu... Oh, puis il y a la tempête. La tempête. Oh, la première tempête. Je suis grand, je suis fort, j'y arrivais. Et passe. Il en passe une, ça va mieux. Puis il a un projet, il y a un phare là-bas. Et je veux vraiment y aller, là. Mais le problème de la barcasse, du canot, c'est que l'avant est à l'arrière, c'est pas commode. Alors... Les jambes se passent. La tempête, et il en repasse 2. Et il en passe 3. Et ça fait un moment, ça fait des années, un temps dingue qui rame, que son phare, il arrive toujours pas. Et il arrive, et il y a encore une grosse tempête. Et là, c'est là, j'en peux plus. J'arrive plus. J'en ai trop marre. Je m'en fous, j'irai n'importe où, je préfère tomber à la maille. J'en peux plus, je vous dis. C'est quoi ça? Bah, si c'était une galère, je la reconnaîtrais. Puis si c'était une barcasse, je reconnaîtrais. Qu'est-ce que c'est comme bateau, ce truc? Oh bah, il s'arrête. Viens vers moi, il s'arrête. Salut. Bonjour. Je peux vous poser... Comment il s'appelle, votre bateau? C'est un voilier. Un voilier? Et vos rames, elles sont où? Ah ben, j'ai pas de rame. Comment ça? Vous avez pas de rame, vous ramez pas? Et comment il avance, votre bateau? Ben, avec les voiles. Ces grands carrés, là, hein, blancs? Oui, c'est ça. Et comment ça marche, les voiles? Ben, il y a du vent, du souffle. Voilà. Et moi, je tiens la barre. Ah, c'est tout? Et vous ramez plus? Vous ramez pas? Ah non, j'ai fini, les gars. Non, j'ai fini, ça fait longtemps maintenant. Ah bah d'accord. Bah vous avez de la chance. Moi, justement, j'étais désespérée parce que... Je suis désespérée. Parce que j'en peux plus de ramer, j'en peux plus du tout. Bah, vous énervez pas. On peut se tutoyer. Ah oui, tutoyons-nous. Oui. Eh ben, toi aussi, t'as une voile. Ah non, moi, j'ai pas de voile, parce que si j'avais une voile, je l'aurais vu. Non, mais tu vois, le petit banc sur lequel t'es assis depuis si longtemps. Oui, bah soulève la planche, là. Ah, bah, y a un bout de tissu. Oui, il y a un bout de tissu. Bah, sors-le. Ah, 3 petits bouts de ficelle au bout du triangle, oui. Et tiennent sur quoi vos voiles? Bah, sur un mât. Bah, moi, j'en ai pas. Non, mais écoute. Mets-toi face à la proue de ta petite barcasse, là, tu vois. T'as une petite planche, un trou devant, là. Ouais, bah, prends ta rame, puis mets là-dedans. Oh, ça rentre tout juste. Bah, voilà, accroche tes 2 petits bouts, là, en haut et en bas. Oui. Et puis, avec là où t'avais ta dame de nage, là où t'avais la rame, tu mets l'autre fil, mais je pars, il y a du souffle, il y a du vent, je pars, mais comment je tire les bords? Mets ton autre rame sous ton bras, l'encoche à l'arrière de la barcasse, voilà, serre ton bras, voilà, comme ça. Tu vois que tu gouvernes, tu vas où tu veux. Ah, mais je peux tirer des bords? Et il tourne 1 fois, 2 fois, 3 fois autour du voilier. Oh, c'est trop beau. Oh, c'est trop génial. Oh, ben vraiment, je peux vous demander un truc. Votre voilier, vous l'avez trouvé où? Ah, bah, tu vois, le phare là-bas. Ah, bah, si je le vois. Combien de temps que je voudrais aller à ce phare et je suis jamais pu arriver. Bah, tu vois, tu vas à ce phare et il va t'indiquer l'entrée d'un port et là, tu pourras échanger ta barcasse contre un voilier. D'accord. Et qu'est-ce que je devrais faire pour l'échanger? Ben rien, c'est un échange. Ah oui, d'accord. Je devrais rien faire à une petite barcasse comme ça, un gros voilier comme ça, on va rien me demander? Ben non. Oh, j'y crois pas. Ben si t'y crois pas, t'y vas pas. Puis si t'y crois, t'y vas. Ben je crois que je vais aller voir si j'y crois. Et le voilà parti. Merci. Bon vent à toi, petit. Il tire ses bords. Il va vers le phare. Et voilà, il passe le phare, il rentre dans le port, la marée est à mi-hauteur, il va vers, il y a un groupe de barcasses là,
il va à l'échelle, il accroche son bout en haut, des fois que la marée descendrait encore un peu plus, et puis il met du lest, et puis il arrive en haut de l'acheter. Oh, tous ces voiliers. Oh, ben alors là, ben alors je reviens pas. Je suis là. Ça fait tant de temps que je voulais être là. Puis il y a un vieux qui descend sur l'acheter, là, qui arrive. Il a l'air bon, cet homme. Puis il vient vers lui, puis... Bonjour, petit. Bonjour, monsieur. Que viens-tu faire ici? Je suis là parce que j'ai croisé un marin sur un voilier qui m'a dit que... il m'a dit comme ça, hein, que je pouvais échanger ma barcasse contre un voilier ici. Il m'a dit ça. Très bien, petit. Lequel veux-tu? Pas trop gros, parce que ça fait pas longtemps que je navigue avec la voile. Donc, celui-là. Très bien, petit, il est à toi. D'accord, qu'est-ce que je dois faire pour prendre le bateau? Rien, petit, il est à toi. Je dois rien faire? Non, petit, tu as l'air étonné. C'est-à-dire que là d'où je viens, il y a toujours un truc à faire contre un autre, quoi. On n'a jamais rien vraiment sans rien. Je suis pas habituée, quoi. Mais ne voulais-tu pas trouver un autre endroit? Si. Mais tu y es. C'est ça, oui, j'y suis. Oui, j'y suis, c'est ça. Et combien de temps je pourrais garder le voilier? Tout le temps que tu veux. Jusqu'à temps que tu l'échanges. Tout le temps que je veux. Oui. Alors ça. Ça, c'est formidable. Très bien, petit, quand pars-tu? Demain matin, demain, je pars. Très bien, alors si je ne t'en vois pas, bon vent. Merci, monsieur. Merci. C'est dingue. Il va sur sa barcasse, prend ses petites affaires, met tout sur le voilier, refait la navette, des fois qu'il aurait oublié quelque chose. Puis il brasse. Et puis le lendemain matin, le vieux arrive, et dit, tu n'es pas parti, petit? Non, je n'étais pas prêt, là. Pas tout à fait prêt. Très bien, alors quand pars-tu maintenant? Demain, je serai prêt. Si je ne t'en revois pas, bon vent. Merci, monsieur. Avec brasse. Il va à la voilier, il monte sur l'acheter, il redescend, il nettoie un peu, il range ses petites affaires, il brasse. Et le lendemain matin, le vieux arrive, tu n'es pas parti, petit. Non, je ne suis pas parti. Je n'étais pas tout à fait prêt, mais quand pars-tu? Demain, je pars. Très bien, si je ne t'en revois pas, bon vent. Merci, monsieur. Le lendemain arrive, le vieux arrive, il n'est pas parti. Les jours passent et il n'est pas parti. Et les jours passent encore. Et le vieux arrive un matin et lui dit, petit, tu n'arrives pas à partir. Non, monsieur, j'arrive pas à partir. Qu'est-ce qui te manque? Il me manque... Je ne veux pas partir tout seul. Voilà, c'est ça. Je me sens pas la force de partir tout seul. Si loin et si longtemps, et je ne sais pas où je vais. Il n'y a pas quelqu'un qui peut partir avec toi? Non, je vois pas quelqu'un... Non, j'ai été plutôt solitaire. Et non, il n'y a pas quelqu'un au sens intime pour qu'on soit bien ensemble sur le voilier longtemps. Non, je vois pas. Là, vraiment, je vois pas. Si tu veux, petit, je peux m'embarquer avec toi. Vous? Mais je connais même pas votre nom. On m'appelle la Clarté. Oh, c'est vous, entre autres. Vous partiriez avec moi? Oui. Et pour combien de temps? Pour toujours, si tu me mets pas à la baille. Oh, et pour toujours. Partiriez avec moi? Oui, petit, mais je te préviens, je suis vieux. Et ce n'est pas moi qui ferai les manœuvres, je t'indiquerai comment les faire. Pour ce qui est de faire, j'en connais un rayon, non. Vous inquiétez pas, pour faire les manœuvres, alors ça, je sais faire. Par contre, savoir comment les faire, où les faire et quand les faire, ça, je suis là pour ça. C'est formidable. Quand partons-nous, petit? Demain à l'aube. À l'aube, demain, à l'aube. L'aube arrive, et le vieux arrive sur la jetée. Je peux embarquer? Bienvenue, la Clarté, bienvenue. Bienvenue sur le voilier. Je me mets à la proue. Oui, à la proue. Très bien, petit. Prêt à larguer les amarres? Oui. Bon, larguer les amarres. Il va accrocher le bout, décrocher l'autre bout. Hisse la grand voile. J'ai hissé la grand voile, la Clarté, on part pas? On décolle pas de l'acheter, pourquoi? Je crois, petit, que t'as oublié de lever l'ancre. À la poupe. Ah oui,
Ah oui, mon Dieu, j'ai oublié de lever l'ancre. Si je lève l'ancre, on va partir? Oui. Mais on va partir, quoi. Oui. Mais je ne reverrai pas ma barcasse et le jeter, le port, tout ça, les bateaux. Non, petit, mais il est encore temps de choisir de rester ici. Non, je veux pas rester. Non, je veux partir. Alors, petit, j'y vais. Je vais lever l'ancre. C'est ça, j'y vais. Je vais lever l'ancre. C'est dur. Ça y est, d'accord, j'ai levé l'ancre. Très bien, va à la barre. Oui, à la barre. À bâbord toute. Oui, bâbord toute. Tu sens le vent? Oui. Tu sens le souffle? Oui. Tu sens la houle, mon grand? Oui. Oui, je sens la houle. Alors on y est? Oui. On est ensemble? Oui. On y va, t'es joyeux? Oui. Joyeux, la clarté. Alors, c'est vrai que cette histoire nous permet de couvrir un petit peu ce qui peut se passer dans une incarnation, dans la mesure où on va accéder à la conscience non seulement de naître, mais de renaître. C'est bien le sujet qui nous occupe pendant ces 3 jours. Comment on va passer de la conscience qui nous est proposée dès notre naissance, avec tous les codes, parce que si ça pouvait être mieux, on nous l'aurait dit. C'est quand même très important à s'en rappeler. Comment nous, on va dépasser quelque chose qui n'a pas forcément été prévu avant nous. Comment nous, on va trouver que ça peut être autrement. De quel droit? Pour qui on se prend? Et les autres? Oui, c'est vrai ça. Est-ce que c'est parce que on va évoluer? Si on évolue pour naître à soi-même, on va se retrouver en couple avec notre âme. Et pour peu que l'on soit en couple, en amour, on imagine bien que même si on n'est plus d'accord avec quelqu'un, nos prédécesseurs par exemple, on n'est pas en accord, on n'a pas la même idée, les mêmes idées. C'est pas parce qu'on n'a pas les mêmes idées qu'on ne va pas pouvoir entendre l'idée différente de l'autre. Pourquoi? Parce que si on a de l'amour pour soi, on va pouvoir en donner à l'autre, peu importe ce qu'il pense. Est-ce que le peuplier va critiquer le prunier qui est pas loin de lui? Parce que ce n'est qu'un prunier, le pauvre chéri. Non. Est-ce que chaque individu n'a pas sa place? Est-ce que la clarté, la lumière du jour ou la lumière subtile de la vie n'est pas identique à chacun? Est-ce que ça n'est pas ça, vraiment, le principe de laïcité? À savoir, qu'est-ce qui est la laïcité? Qu'est-ce que c'est? C'est commun, c'est du peuple. Et qu'est-ce qu'on a en commun, sinon la vie qui nous anime en permanence? Soit on en est conscient, soit on n'en est pas conscient. Tant qu'on est conscient de la vie va pouvoir nous apporter beaucoup plus que seulement notre minimum syndical, à savoir je vis, je suis vivant. D'ailleurs, vous avez remarqué, on nous a tous enseigné qu'il fallait gagner sa vie. Formidable, parce que c'est un jeu où on ne gagne jamais. Il faut tout le temps la regagner. Ça veut dire qu'on ne l'a jamais. Or, on est la vie. On est la vie qui anime notre forme. Mais ça, est-ce qu'on en est conscient? Ou on l'oublie? Comment on va s'y prendre? Donc ce n'est uniquement qu'en pensant à notre âme et à la vie qu'on va s'y relier. Et en se reliant à ça, si on focalise en quelque sorte sa pensée sur cela, on va moins s'occuper de savoir ce que notre personne est en train de faire, pas faire, et on va moins s'occuper de savoir ce que fait ou pense l'autre. On va pouvoir s'occuper de soi, mais le soi,
c'est la part non visible qui anime le non-soi, la part visible. L'un est interdépendant avec l'autre, l'un ne peut pas vivre sans l'autre. La vie fait l'expérience de qui elle est grâce à sa forme, et la forme peut se mettre au service de la vie grâce à la vie. Et c'est cette union-là qui peut être la magnificence, qui peut permettre la féerie de la vie pour chacun d'entre nous, je crois. Voilà ce que je pouvais vous proposer aujourd'hui. Je rebois un coup. Alors, vous avez peut-être des questions, il y a peut-être des réponses, pas sûr. Alors, y a-t-il des questions dans la salle pour Anne-Françoise? Ah, une question par ici. Tout d'abord, je vous remercie. C'était vraiment très, parlant. D'accord. Et y a-t-il un mode d'emploi? Parce que c'est ce qui nous intéresse maintenant. Comment trouver les voiles? Je vais me lancer sur quelque chose où c'est vraiment la première fois que ça m'arrive, mais je vais quand même vous le dire, on a sorti un bouquin pour raconter tout ça. J'ai pas du tout envie de vous dire que c'est un mode d'emploi, parce qu'il n'y a pas de mode d'emploi, vu que chacun va trouver son chemin pour arriver. Tous les chemins, en fait, chacun prend son chemin, mais l'important, c'est le sommet commun. Cette proposition-là, elle est consignée effectivement depuis 2 jours. On l'a depuis 2 jours, le bouquin, donc vous voyez, c'est très récent. Elle est consignée dans un livre. Ça peut vous aider, ça peut être juste pas ce qu'il faut, j'en sais rien. Moi, je peux vous proposer que cela. Mais j'ai pas envie d'être commerciale, on n'est pas là pour ça. Donc ça m'est un peu délicat de vous dire ça. Il n'y a pas de recette. Il y a un chemin. Il y a des épreuves, il y a des découragements. C'est quand on est planté qu'on pousse. Même si parfois on va se planter plusieurs fois. Moi, je suis une spécialiste. Je me suis plantée tellement de fois que je peux en causer. Mais je crois que c'est ce qui amène petit à petit à pouvoir s'élever. Qui d'entre nous a été élevé? On a été ou dressé ou éduqué, mais on n'a pas été élevé. On parle toujours que les parents vont élever un enfant, mais on peut les compter sur les doigts de la main d'un manchot. Il n'y a pas. Pourquoi? Parce qu'on veut faire de l'enfant quelque chose qui va être le mieux, le top socialement. Et sinon, c'est la honte quand même. C'est qu'on n'est pas des bons parents. Mais chacun son chemin. Si ça se trouve, on a accompagné un enfant qui est bourré de difficultés, qui pense l'inverse de nous, qui va détester ce qu'on lui propose. Et alors? Est-ce qu'on va attendre le retour de l'enfant, ou est-ce qu'on va aimer qui il est comme il est? Mais on ne pourra l'aimer qui il est comme il est que parce qu'on aime qui on est comme on est, même si on loupe tout, même si on ne réussit pas. Parce que c'est pas parce qu'on ne fait pas tout bien qu'on peut pas s'aimer, sinon je serais pas là, moi. Alors, on est tellement loupé que, franchement, je pourrais même pas parler. Je crois que c'est ça qui fait ça. Donc c'est le chemin de chacun, en quelque sorte. Voilà, je sais pas si ça répond. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres questions pour Anne-Françoise? Ah, ici. Merci aussi pour tout ce que vous nous avez déjà partagé. Merci aussi pour tout ce que vous nous avez déjà partagé. Moi, je dirais plutôt, est-ce qu'il y a des repères auxquels on peut se fier pour savoir si on a progressé sur le chemin, sur son chemin? Est-ce qu'il y a des indicateurs, des signes, des manifestations dans notre propre vie qui témoignent du fait qu'on a franchi quelque chose, qu'on a évolué, qu'on a progressé? Parce que voilà, souvent on est tellement ignorant justement qu'on ne sait pas où on va, comment on y va.
Et quelles sont nos ressources? On tâtonne souvent, Oui. beaucoup. Et donc, voilà, est-ce qu'on pourrait avoir des repères qui nous permettraient de dire, bon là, j'ai avancé jusque-là, au moins c'est déjà ça. Alors oui, il y a... Le repère, c'est comment on se sent. Comment on est avec soi. Est-ce qu'on a envie de passer une journée avec soi aujourd'hui? Ou est-ce qu'on va encore être un bout du boulet qu'on traîne depuis un moment? Parce que vivre avec soi, c'est la chose la plus difficile. Moi, j'ai été un boulet pour moi pendant des années. Et franchement, ça a été pénible. Et j'ai senti que je commençais à être un peu mieux quand le boulet était un peu plus léger. Et puis, bon, après, chacun, encore une fois, son chemin. Moi, j'ai eu des étapes qui ont été extrêmement marquées. Tout le monde n'a pas des étapes marquées. Et donc, ça peut se faire beaucoup plus souplement et simplement. Mais en même temps, ça peut être aussi quelque chose d'extrêmement éclairé tout d'un coup, où on le sent en nous. C'est-à-dire, je ne me considère plus pareil qu'avant, je n'ai plus d'attente de moi. Parce que le problème, c'est sur le chemin, on pense que demain, on va être mieux qu'aujourd'hui. Certes, puisque l'expérience d'aujourd'hui va, j'espère, apporter quelque chose à mon vécu de demain. Donc mon bien d'aujourd'hui sera mon mal d'hier et mon mieux de demain. Ça, on n'arrête pas. Ce qui a été mon bien à un moment donné est devenu mon mal, j'ai cherché un autre bien, et puis hop, comme ça, tout le temps, et je vais tout le temps avancer sur ce niveau-là. Donc constamment, on n'arrêtera jamais. L'arbre, une fois qu'il est planté, quand on va pousser, il y a toute la période où on va se retrouver dans cette obscurité, en train de commencer à faire des radicelles, des racines, alors qu'on ne se voit pas le faire, et c'est ce que vous disiez, est-ce que là, il y a un signe? Non, là, il n'y en a pas. Le signe va arriver quand on va passer de la zone d'obscurité à la zone de clarté. C'est-à-dire, pour moi, la zone d'obscurité, je n'ai peut-être pas assez nommé, la zone d'obscurité, c'est vraiment croire la croyance qui est « je fais pour être bien ». Pour moi, c'est une zone d'obscurité. C'est-à-dire, on est tout le temps dépendant de quelque chose d'extérieur à nous, quelque chose d'extérieur à nous. Là où on rentre dans la zone de clarté, quand on rentre dans la zone de clarté, il n'y a plus d'extérieur nécessaire. Et en général, ce qui se passe, c'est si on pousse et qu'on devient un petit arbre, même si on est haut comme ça, on s'en fout. On commence à pouvoir choisir, c'est-à-dire ne plus subir qui on est. C'est-à-dire penser, alors moi sont mes mots à moi, mais chacun les siens, penser à cette idée exactement comme l'arbre, s'il n'a pas la lumière du jour aujourd'hui, il a toujours sa nourriture terrestre avec ses racines, mais s'il n'a pas la lumière du jour, à un moment donné, il ne va plus faire de feuilles, ni de fleurs, ni de fruits. Donc il va crever. Nous, en fait, c'est exactement la même chose. C'est pour ça que c'est tellement simple. C'est-à-dire, c'est pas d'aller chercher chez l'arbre d'à côté ce qu'il pense de mieux que moi je vais faire. Je vais juste vivre et me développer avec qui je suis, comme je suis. Mais grâce à quoi? Parce que je vais utiliser ma pensée pour penser à la lumière du subtil de la vie, que je vais appeler mon âme, la clarté, je peux l'appeler comme je veux. J'essaye de nommer, moi, des mots qui ne soient pas connotés dans les structures déjà existantes, donc principalement religieuses, donc je me décale de ça. Mais tout ça, c'est la même idée, sauf qu'au lieu que ce soit en dehors de nous, et dans la culture judéo-chrétienne, Dieu n'est pas nous. Alors, au risque d'en peut-être choquer certains, nous sommes tous du Dieu, parcelle divine dans la matière, puisque nous sommes vivants grâce à la magie de la vie. Constamment. Le jour où la magie se retire, personne ne nous a fabriqués. Il y a eu une semence, mais ce n'est pas la semence qui crée l'être humain. La semence va permettre, à partir d'une semence, que les 70 000 milliards de cellules se rangent dans le bon ordre. Mais qui est intervenu dans la matrice de la mère? Il n'y a pas un humain qui intervient, sinon ça s'appelle un clone, et il n'y a pas de fond. Donc il n'y a pas de dessin de vie. Donc le propos, c'est bien d'être soi-même en conscience qu'on est en permanence la vie qui anime notre forme. Et si on ne quitte pas cette pensée, on devient pratiquant de la puissance de vie. Mais quand on est puissant, on ne prend jamais le pouvoir sur qui que ce soit ou quoi que ce soit. On prend le pouvoir quand on manque de puissance, justement.
mais un être puissant qui se retrouve dans cette conscience-là, mais il est cela. Il n'y a pas de gloire, il n'y a pas de gloire à être ça. Il n'y a pas de gloire à être un arbre et de donner des fruits. Tout le monde ne mangera pas au même arbre, que chacun vienne chercher ce qu'il y a sur l'arbre qui lui convient, parce qu'on est plus attiré par là ou par là. Donc, les signes, c'est nous-mêmes. Alors, il y a un signe, quand on est dans la clarté, il y a un signe qui évidemment ne trompe pas, c'est que c'est un petit peu comme le principe du lampadaire, avec tous les insectes qui arrivent sur le lampadaire, attirés par la lumière. Ben, les humains, c'est pareil. Hein. Dès qu'on voit de la lumière quelque part, on va y aller. Et si on est ici, c'est parce qu'il y avait un gros lampadaire d'éclairé. Et si on est un peu, ou soi-même un peu clair ou pas assez ou pas, mais on a senti que là, il y avait un peu un rassemblement de lampadaires. Mais le lampadaire, le principe du lampadaire, c'est un lampadaire, une diffusion, un lampadaire. Là, on est tous collés les uns aux autres, mais après, on va chacun se répartir là où on a à vivre et on éclairera ce qu'on a à éclairer là où on est. Peu importe ce que l'on fait. C'est plus ce que l'on fait qui va entraîner qui on est. C'est parce qu'on est bien qu'on va faire ce qui correspond à qui on est. C'est pour ça qu'après, on peut tout faire. Peu importe, ça n'a aucune importance. L'important, c'est de bien avec soi le matin quand on se lève. Et on a envie de vivre avec soi, ce couple-là. Je ne sais pas si j'ai répondu suffisamment, mais... Merci. Et bravo à vous d'être là. Merci.